Blanche, on craint quelque chose de concret. Est-ce qu'on a peur? Je pense qu'ils sont très partagés. Aujourd'hui, en Amérique du Sud, vous avez deux courants. Vous allez avoir le courant Milley, Trump, mais aussi d'autres courants. En tout cas, par exemple, quand on regarde les dernières élections aussi en Bolivie, voilà, il y a à la fois des personnes qui soutiennent, qui soutiennent ce que fait Donald Trump aujourd'hui, et parce que faut comprendre concrètement, par exemple sur le cas du Pérou, le Venezuela, pour beaucoup de Péruviens par exemple et d'Équatoriens, c'est depuis 2018, c'est aussi des flux migratoires qui passent pour les pays à gérer, c'est aussi une peur aussi parfois pour certains habitants aussi, par exemple dans certaines villes. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est comme ça que c'est perçu aujourd'hui cette crise vénézuélienne. C'est à la fois ce que fait Donald Trump, mais c'est aussi une crise migratoire aujourd'hui que vivent d'autres pays qui sont voisins du Venezuela. Alors, restez avec nous, Guillaume Ascari, parce qu'on a encore d'autres questions à vous poser. Grégory Phillips, évidemment, ce n'est pas la première fois qu'il y a une ingérence des États-Unis dans un pays d'Amérique centrale, Amérique latine. Ça rappelle le Panama, notamment en 1989. Oui, et c'est pour ça que au moment où on découvre ce qui se passe à Caracas, on se demande si on ne va pas vers quel scénario on va aller. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, soit quelques frappes de sites, pardonnez-moi l'expression, bien ciblés pour mettre à mal notamment l'organisation du narcotrafic et faire chanceler le pouvoir, ou est-ce qu'on part sur quelque chose de plus ambitieux qui serait le départ de Maduro et un changement de régime? Et ça, c'est ce qui s'était passé en 1989, effectivement au Panama, avec l'intervention des Marines américains qui avait entraîné la chute du dictateur Noriega. À l'époque, si je me souviens bien, vous aviez 26 ou 28 000 soldats américains qui avaient été déployés dans le pays pour faire la chasse au dictateur. Attention, le Venezuela et le Panama de l'époque, c'est pas la même chose. Au Venezuela, vous avez quand même une armée beaucoup plus importante, beaucoup mieux organisée, et vous avez un pays qui a le soutien notamment de la Russie et de la Chine, qui a fourni des équipements militaires. Donc le petit Panama et la destitution de Noriega à l'époque, pardonnez-moi pour l'expression petit Panama, il n'y a rien de péjoratif évidemment, mais on n'est pas sur les mêmes échelles si jamais les Américains se lancent dans une opération de ce type. Vous parlez de la Russie, Grégory Phillips. Effectivement, même fin décembre encore, il y a eu un communiqué de Moscou qui manifestait de profondes préoccupations, un coup de fil entre le ministre des Affaires étrangères vénézuélien et son homologue russe, donc Sergueï Lavrov, justement sur ce dossier, et Moscou à ce moment-là a réaffirmé son plein soutien face aux hostilités contre le Venezuela. Et effectivement, il existe des accords, notamment de soutien militaire, qui ont été actés notamment en 2024, des accords sur le pétrole, dont on a parlé depuis le début de cette édition spéciale, mais aussi sur les armes, éventuellement, qui pourraient être fournies en fonction des besoins du pays. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement des alliés, on parlait tout à l'heure des potentiels alliés, qui émergent de grandes puissances comme la Russie. Et pas des moindres, alors. Notamment des systèmes de défense antiaérienne pour protéger les sites militaires dont certains ont été visés cette nuit. Mais la question aujourd'hui, c'est justement comment réagira l'armée vénézuélienne. Est-ce que réellement Maduro a suffisamment de soutien pour que, face à ces frappes, à cette pression militaire américaine, l'armée continue de soutenir Maduro? Puis vous avez un peuple vénézuélien qui ne veut plus, dans son immense majorité, de Nicolas Maduro. Les élections, elles sont truquées. On sait bien que ce n'est plus aujourd'hui, même aux yeux par exemple des Américains, le président légitime, parce que les dernières présidentielles, il y a eu un bourrage d'urnes, ce qui fait qu'en fait ce n'est pas Maduro aujourd'hui celui qui a été véritablement choisi par le peuple vénézuélien. Vous avez des centaines d'opposants en prison. Vous avez Machado, qui a été désigné prix Nobel de la paix, qui est l'opposante numéro 1 à Maduro, qui a été obligé de quitter le pays, probablement aidée d'ailleurs par les Américains, pour aller récupérer son prix Nobel à Oslo, et qui a elle-même dédicacé son prix, si j'ai envie de dire, à Donald Trump. Bon, vous avez une grande partie aussi, à mon avis, du peuple vénézuélien qui appelle à cette pression américaine, parce que cela fait des années et des années qu'ils subissent le joug de ce régime. Donc oui, c'est pas du tout, on n'est pas dans le même scénario évidemment que Panama, mais aujourd'hui, en fait, cette pression américaine peut permettre aussi peut-être de libérer ces forces vives vénézuéliennes qui sont complètement sous la chape de plomb du régime.
Donc on rentre aujourd'hui vraiment dans un univers où tout est possible. Et la fin de Nicolas Maduro est aujourd'hui concrètement envisagée par l'administration américaine, qui d'ailleurs ne s'en cache pas. La chef de cabinet de Donald Trump a donné une interview à Vanity Fair il y a quelques temps où elle disait bombarder les bateaux des narcos, ils sont persuadés au sein de l'administration Trump que ça va marcher et qu'on va réussir à avoir la peau de Nicolas Maduro. Donc quand même l'objectif il est assez affiché du côté de l'administration Trump, c'est d'aller jusqu'au bout et d'essayer de faire tomber ce régime. Mais le plus surprenant c'est l'opération. C'est-à-dire que on décide d'une opération militaire, on verra de quelle ampleur elle sera, évidemment. Est-ce qu'elle sera circonscrite à ce qui s'est passé cette nuit et dans les quelques heures qui viennent, ou est-ce qu'on part sur quelque chose de beaucoup plus ambitieux avec des troupes, notamment des Marines qui pourraient être déployées dans Caracas? Ça, c'est surprenant sur le plan politique. Je pense que l'objectif, vous avez raison, il est clairement affiché. En revanche, c'est un peu en contradiction avec le programme de Trump, avec ce qu'il a promis à ses électeurs, à savoir pas d'interventionnisme, et nous, on reste focus sur l'Amérique. Alors, on se demandait ce que pourra faire l'armée vénézuélienne dans les heures qui viennent. Il y a eu un communiqué de presse venant du gouvernement vénézuélien qui dit que tout le pays doit se mobiliser pour vaincre cette agression impérialiste. Alors évidemment, c'est une réaction que l'on peut attendre lorsqu'un pays est attaqué. Ça ne préjuge en rien, effectivement, d'une escalade militaire de la part du Venezuela, qui sait que probablement, face aux États-Unis, il est perdant, à moins que des alliés tels que la Chine, la Russie notamment, entrent en ligne de mire. Vous avez un pays de 28 millions d'habitants, une armée de, je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises, 130 000 hommes à peu près. Un appel à mobiliser les réservistes, un appel à l'état d'urgence, à l'état d'exception, mais vous avez un petit pays comparé évidemment à la puissance militaire américaine. Nicolas Maduro a affirmé qu'il avait 4,5 millions de miliciens sur lesquels il pouvait soi-disant compter pour défendre son régime, et il a appelé à la mobilisation générale depuis que ces pressions américaines sont ouvertement faites. Mais après, ce pays, il faut quand même savoir ce que c'est que le Venezuela. C'est un pays exsangue avec une économie qui est complètement à genoux. Donc, avec quels moyens d'embargo aussi depuis de nombreuses années. Et c'est ça aussi qui met la population en tête. Il y a effectivement la colère contre un pouvoir démocratique qui peut être remis en question, mais aussi parce que on a cette pression économique et tout se mélange effectivement. Il y a cet étouffement de la population qui est multifactoriel et qui du coup peut alimenter une contestation. Et en fait, les gens qui peuvent éventuellement politiquement soutenir Nicolas Maduro vont se détourner parce qu'effectivement la situation économique est à genoux, comme vous le disiez. Pression économique, vous disiez, pression économique, alors même que le pays est un des plus gros producteurs de pétrole. En effet, tout ça est paradoxal, c'est pour ça que le pays souffre notamment. Ou à l'inverse, le risque que cette agression américaine, je pense que à l'heure qu'il est, on peut utiliser ce terme, remobilise le peuple vénézuélien et se dise mais pourquoi c'est Trump qui vient décider. Enfin, honnêtement, c'est un scénario possible aussi. Alexandre, votre travers, vous êtes toujours avec nous, merci. On a besoin de vos lumières militaires sur ce dossier parce que, encore une fois, on sait que tout ça est mouvant et se joue sous nos yeux. Alors, les chaînes américaines aujourd'hui ont tenté de joindre le Pentagone et la Maison-Blanche en leur demandant si les deux organes confirmaient cette intervention américaine au Venezuela. À ça, il n'y a pas eu de réponse. C'est-à-dire qu'on a préféré ne rien dire, ni confirmer, ni infirmer. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Que l'opération n'est pas terminée, par exemple? L'opération n'est pas terminée. Il y a d'ailleurs un certain nombre de balises ou de systèmes d'information qui communiquent, par exemple, l'emplacement de vols civils commerciaux à proximité du Venezuela n'ont pas encore été remis en route. C'est donc qu'il y a encore un certain nombre d'actions qui sont en cours. Est-ce que, selon vous, à partir de maintenant, Donald Trump peut lui-même prendre la parole pour confirmer tout cela en personne? Il aime bien le faire, on sait qu'il ne laisse pas beaucoup de place à tous ceux qui sont en dessous de lui dans la hiérarchie, pour, comme on disait, marquer un coup et finalement montrer que l'intervention est de son fait, que c'est de sa volonté et qu'il faut s'attendre à ce que les autres pays s'alignent également sur sa volonté à lui. Bien sûr, avec un bémol, c'est le décalage horaire qui existe entre les États-Unis et aujourd'hui. On est au cœur de la nuit en ce moment sur la côte est américaine. Maintenant, ce que l'on peut dire aussi, et c'est une dimension qui n'a pas été évoquée jusqu'à maintenant, c'est la dimension de politique nationale
laquelle Trump sur laquelle Trump va certainement pointer le doigt, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la gauche américaine, la gauche du Parti démocrate, a pendant de très nombreuses années encensé, soutenu, évoqué toute une série de théories bénéfiques de l'économie et de la structure de la société vénézuélienne. Le président Obama avait, disons, pris ses distances, mais on voit bien qu'il y a là un règlement de compte qui va servir non seulement sur le dossier de l'immigration, non seulement sur le dossier de la lutte contre la drogue, mais qui va servir contre ce Parti démocrate ou cette aile gauche socialisante du Parti démocrate aux États-Unis. Le progrès n'est pas hors de portée. Crowe est là qui le met entre vos mains. Bénéficiez des taux d'intérêt les plus élevés au Canada sur l'ensemble de votre argent. Sans solde minimum, ni taux promotionnel, jamais. Inscrivez-vous dès maintenant pour multiplier votre argent grâce à un essai gratuit. Qu'est-ce qui forge l'excellence? La routine et la constance. Reste sur la bonne voie avec Factor. Chaque bouchée te fait avancer. Chaque repas est équilibré et fait d'ingrédients de qualité. Nous avons également en ligne Guillaume Ascari, journaliste spécialiste de l'Amérique latine. Alors, il est 4h30 du matin à Caracas, donc il y a très peu de déclarations officielles, si ce n'est celle évidemment du gouvernement vénézuélien qui dénonce une très grave agression militaire. Vous voyez des images en direct depuis Caracas. Le président colombien également s'est exprimé, il a condamné l'attaque contre Caracas en dénonçant l'illégalité. Est-ce que Guillaume Ascari, la Colombie, qui est aussi impliquée dans le narcotrafic, craint d'être prochain sur la liste? Je pense qu'il y a une crainte concrètement de la part de Gustavo Petro aussi, que la Colombie soit aussi, Donald Trump s'en est pas caché, que la Colombie et notamment la frontière entre le Venezuela et la frontière terrestre entre le Venezuela et la Colombie, qui est un des lieux de transit en tout cas de la drogue et du narcotrafic, qui est un des sujets évidemment de ce déploiement américain, évidemment pourrait être visé. Et la Colombie regarde évidemment ce que fait Donald Trump de manière très attentive. Moi, je pense que derrière cette opération de Donald Trump, c'est un moyen aussi de mettre un coup de pression à la fois très fort avec cette stratégie d'étranglement sur le Venezuela, mais de l'autre côté aussi de mettre aussi un gros coup de pression, notamment sur la Colombie et sur Gustavo Petro, pour que derrière les choses soient faites, en tout cas concrètes. On sait qu'il y a un manque aussi de contrôle, en tout cas de la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Voilà, on sait que c'est une des frontières, en tout cas, comme la frontière entre l'Équateur terrestre et la Colombie, qui sont des frontières qui sont quand même assez dangereuses et où les contrôles sont parfois très aléatoires. Voilà. Nicolas Maduro, qui s'est fendu d'un communiqué, parle de cette attaque en disant l'objectif des États-Unis n'est autre que s'emparer des ressources stratégiques, en particulier pétrole et minéral. Est-ce que cette affaire de narcotrafic et donc la justification de Washington pour frapper Caracas en fait est un prétexte? Cette opération-là, si on regarde aux États-Unis, on en parle depuis janvier dernier. La lutte contre le narcotrafic, on en parle bien avant. Et Donald Trump en parlait aussi d'ailleurs lors de son premier mandat. Ce qui évidemment change la donne, c'est l'investissement chinois aujourd'hui au Venezuela. Au Venezuela, on a évidemment un pétrole qui est à l'arrêt, de plus en plus à l'arrêt par rapport à ces dernières années, qui manque aussi d'investissement. Et aujourd'hui, on a un investissement chinois qui a pris du temps à venir, mais qui, depuis notamment le mois d'avril, met à travers un consortium de différentes entreprises chinoises qui aujourd'hui est effectif. Et évidemment, il fallait un réveil américain. Il y a une partie justement de l'électorat aussi MAGA qui pousse cette intervention aujourd'hui au
Venezuela, il faut dire qui est. Et on le voit aujourd'hui à travers à la fois les différentes déclarations sur les médias américains. Et quand on voit aujourd'hui l'investissement chinois qui est massif, je n'ai plus les chiffres en tête, au Venezuela, sur le pétrole, évidemment, il y a d'un côté la lutte contre le narcotrafic, mais il y a aussi évidemment le pétrole, comme on sait que le Venezuela a les plus grandes ressources, en tout cas réserves de pétrole brut au monde. Vous restez avec nous un instant, Guillaume Ascari, si vous le voulez bien. D'abord, Magali Barthès, on a beaucoup parlé de la réaction des Vénézuéliens eux-mêmes ou des populations dans les pays qui entourent le Venezuela. Quid des Américains? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce qu'ils ont quand même élu un président dont on pensait qu'il avait horreur de la guerre. Et aujourd'hui, eh bien, non seulement il lance des opérations sur ce front vénézuélien, mais il en a lancé d'autres au préalable. Est-ce qu'ils perçoivent ça comme une espèce de trahison de cette promesse électorale, ou est-ce qu'au contraire, ils voient ça comme manifestement un retour de la grandeur américaine qui n'hésite plus à intervenir et qui va faire en sorte que le pays redevienne puissant? Je pense que les sentiments sont assez partagés.